elle m'a dit oui, c'est vraiment un chemin intéressant pour vous. Et quand je l'ai quitté, non, quand j'ai quitté Germaine Olé, quand je lui ai dit au revoir, elle est sur le pas de la porte, elle m'a regardé longuement, enfin il se passait quelque chose de très fort entre nous. Et elle m'a dit, mais vous, si ça vous intéresse, vous pourriez faire de l'astrologie. Est-ce qu'on peut parler de destin collectif ou de karma collectif, comme on parle de karma individuel? C'est mon chantier de travail, justement, le lien entre la conscience individuelle et la conscience collective. Et chaque nation est portée à son propre karma et son propre dharma, son propre projet. Et donc c'est un chantier d'études passionnant qu'on peut appeler l'astrologie planétaire. Et il y a effectivement une destinée des nations. Et pour ça, je renvoie mes sources de travail actuellement. C'est vraiment l'ouvrage d'Alice Bailey, La destinée des nations. Et là, on voit que chaque nation a effectivement son propre projet et elle porte son propre karma, évidemment. Pour prolonger un peu cette idée de destin collectif, y aurait-il des peuples ou des pays dans le monde qui auraient un destin ou un rôle particulier, notamment dans la transition en cours actuellement? La France a une place particulière dans le monde. Sa devise est d'une certaine manière « je dispense la lumière ». Donc c'est bien là le don du flambeau de la lumière et de la liberté qu'elle a donné, qu'on voit dans le symbole de la statue de la liberté. Elle dispense la lumière. Et donc, ce qu'en dit Alice Bailey à travers ce que Jay Walcool en dit dans le livre d'Alice Bailey, c'est que la France a comme mission actuellement, dans cette période de grande transition, d'amener au monde, de montrer le primat de l'esprit, enfin de faire le lien entre l'esprit et la matière d'une certaine manière, et de trouver et de dispenser de la connaissance, parce qu'un rôle de la France est vraiment d'éclairer par la connaissance, et de dispenser la connaissance sur l'âme. Donc de prouver d'une certaine manière scientifiquement l'existence de l'âme, de savoir élaborer tout ce qui peut converger sur l'existence de l'âme. Donc c'est un vaste projet. On en est loin parce qu'actuellement la France elle est excessivement mentale et elle refuse complètement la question de l'existence de l'âme. La science actuelle, mais vraisemblablement la France est porteuse de cette mission-là d'une certaine manière, si on peut parler de mission. Mais c'est d'amener une connaissance de la réalité de l'âme et de l'esprit. En amener même la preuve. Hein, c'est pas la connaissance prophétique ou une sorte de religion, non. C'est d'en amener la preuve de connaissance, les fondements de connaissance. Ça, c'est important. Voilà. Et à contrario, la mission de l'Inde, par exemple, c'est « je cache la lumière ». Et on voit bien que l'Inde, pendant des millénaires, a caché la lumière pour ne pas la dispenser trop tôt. Mais cette lumière-là, elle arrive de manière cachée. C'est un des rôles de l'Orient, quoi. De nombreux observateurs et commentateurs de la situation actuelle, comme la biophysicienne Jacqueline Bousquet, ou Marc Loix, ou Karl Kallmann, bien sûr, Sylvie Simon et beaucoup d'autres, insistent sur le changement de paradigme et l'instauration de nouvelles valeurs collectives et individuelles. À votre avis, de quel paradigme s'agit-il et quelles sont ces nouvelles valeurs? L'ère du Verseau va amener la synthèse. Donc pour amener la synthèse, il va falloir relier tout ce qui a été divisé, éparpillé, séparé, parce que toutes les connaissances étaient séparées par des différentes... Tout était, je veux dire, en bande comme ça, voilà, cloisonné. Et donc les nouvelles valeurs, ça va être le décloisonnement. Mais en même temps, l'existence, mais non pas l'écrasement des individus ou des collectivités. C'est-à-dire il va y avoir comment dirais-je, il y a une transversalité, une unification qui va se faire. C'est la fin de la séparativité qui était l'ère des poissons. Donc ça va être l'unification des connaissances. Et donc c'est pour ça que je pense que l'astrologie a un grand rôle à jouer, parce qu'elle peut jouer un rôle dans l'unification des connaissances. Elle traverse plusieurs connaissances, mais il n'y a pas que l'astrologie. Voilà. Alors ensuite, ça, on le voit parfaitement bien à travers l'écologie. À travers l'écologie, c'est que l'homme retrouve le lien avec son environnement.
dont il n'est pas séparé, c'est-à-dire la Terre est un être vivant elle-même et l'humanité fait partie d'un des règnes vivants sur la Terre, mais il y a le règne végétal, le règne animal, le règne humain. Donc il y a cette idée qu'on ne peut pas faire n'importe quoi aux animaux, que ça va nous revenir de toute façon. On l'a vu avec toutes les crises de la vache folle et de ces maladies qui nous revenaient parce qu'on maltraite les animaux. Donc il va y avoir l'instauration de ces nouvelles valeurs, ça va être on ne peut plus faire n'importe quoi pour le profit immédiat, mais on est obligé de rentrer dans un temps plus long, dans une vision plus large qui permet de relier les choses et de les unifier. Mais la pensée écologique, c'est vraiment l'émergence la plus claire de ces nouvelles valeurs. Ensuite, il y a autre chose qui me paraît important, c'est par rapport à la physique quantique, justement, c'est que, et peut-être la France a un rôle important à jouer là dans cette connaissance-là, c'est de montrer que les êtres humains, ils sont énergie d'abord, avant d'être des individualités physiques. Et comme énergie, si tu veux, ils ont leurs pensées, leurs paroles sont efficientes et ils sont des systèmes énergétiques puissants. Et donc ça, par exemple, il y a une nouvelle psychologie qui devrait arriver et qui aurait des visées importantes au niveau éducatif. Parce que si on comprend que l'être humain, il a en lui comme une bombe par sa propre parole, par sa propre pensée, par ce qu'il écrit, par ses actes, c'est-à-dire que tout va finir par lui revenir, ce qu'il aimait lui revient. S'il aimait du négatif et de la division, de la séparation, du jugement, ben ça lui revient. Et donc ça, cette idée que les pensées sont une énergie et qu'on est des créateurs de monde individuellement, chacun, cette conscience-là, si peu à peu elle peut se diffuser, en tout cas chez les éducateurs, et donc ça amène vraiment à une toute autre morale, à une toute autre éthique de vie, où on doit faire attention à ce qu'on pense, à ce qu'on dit, et où on doit être à l'écoute les uns des autres et en respect, et mesurer aussi. Y compris entre adultes et enfants. Comment voyez-vous l'évolution de la pédagogie par rapport à ça? Mais justement, je pense qu'en ce moment, on est dans une faillite des systèmes qui sont des systèmes collectivistes, carrément, quoi, de pédagogie, alors qu'on doit arriver à un respect, à mettre l'enfant au centre de la pédagogie proprement dite, et de respecter son monde individuel, mais aussi qu'il respecte le monde des autres. C'est-à-dire chacun, comme on l'évoquait hier, hein, chacun a son monde. Et créateur d'un monde par sa part. Et là, il faut le faire. Je crois qu'il y a un des valeurs les plus importantes dans ce nouveau monde, ça va être le respect. Le respect ça se disait avant par la liberté, mais le véritable respect de la liberté passe par le respect de l'autre. C'est-à-dire, c'est ça la liberté en fait. Chacun est libre de créer son monde. Mais en même temps, ce qu'il crée est libre et responsable de créer son monde. Donc après des droits, il faut qu'on apprenne quels sont nos devoirs d'être humain. Parce que tout ce que nous faisons à la nature, c'est comme si nous le faisions à nous. Aux animaux, c'est comme si nous le faisions à nous. On n'est pas divisés, séparés. Et c'est ça qu'on voit très clairement qui va se mettre en place, mais ça va mettre du temps. Au niveau de la pédagogie à l'égard des enfants, il y a tout un travail considéré. Il nous faut, par exemple, en France, un nouveau Jules Ferry, quoi. Mais en même temps, ça ne viendra pas par une pensée, une seule. Il y a déjà des expériences à l'œuvre. Comment pensez-vous que ces nouvelles valeurs, ces nouveaux modes de vie pourront concrètement se mettre en place? Ces différentes expériences, elles vont fleurir un peu partout, c'est-à-dire ça va être comme des fleurs différentes. Enfin, c'est un peu idyllique ce que je dis, mais c'est un nouveau champ de fleurs qui doit pousser, c'est-à-dire différentes expériences partout qui seront assez similaires dans le fond, qui seront basées sur des valeurs similaires de respect, de non-division, d'unification et de fraternité, quoi. Et puis surtout la mesure et l'équité, c'est-à-dire l'équilibre, qu'il n'y ait pas des déséquilibres monstrueux dans les systèmes de vie, quoi. Au sein des familles, au sein de toutes choses. Mais ça va mettre du temps, mais ça ne va pas s'imposer par un seul modèle et une seule voie. Parce que le Verseau, c'est la coexistence des expériences individuelles et du collectif. Et la valorisation aussi des collectifs pour aider
supporter mieux la créativité individuelle. Parce que le collectif est très important, mais ça va mettre du temps à s'imposer. On a vu que dès que les idées de collectivité, de collectivisme se sont imposées, elles sont tombées trop rapidement dans une tragédie. Donc ça va demander du temps. Mais ça ne peut pas être un seul modèle partout dans le monde. Le local et le global vont se... Voilà, c'est l'idée le local qui émerge et dans une globalité. En décembre 2010, un astronome russe appelé Leonid Elenin a découvert une nouvelle comète qui est en train d'entrer dans le système solaire. Donc cette comète a été appelée Elenin depuis. Et depuis avril, mai, juin, le net s'est enflammé à propos de cette comète. Elenin, je trouve que c'est beau comme nom, hein, parce que... mais donc ça chante. Mais pour ça, bon, c'est une comète. Enfin, on dit que certains disent que c'est vous dites que certains disent que c'est une comète, d'autres disent que c'est peut-être une étoile. Bon, en tout cas, c'est un objet astronomique. Et donc, pour la nouvelle astrologie, je veux dire, qui est en train d'émerger, les objets célestes sont des corps de manifestation d'êtres, de grands êtres. Donc, de toute façon, c'est un être qui vient nous visiter. Et si c'est une comète, c'est un être qui n'a pas choisi un système, c'est un être intersystème. S'il n'a pas choisi un système, il ne restera pas dans le système solaire, il ne fera que passer. Il n'a pas encore choisi son système, il ne s'est pas auto-centré quelque part. Il vagabonde dans l'espace et il va d'un lieu à un autre. Donc c'est un être jeune d'une certaine manière, mais sans doute porteur de quelque chose de nouveau. Et moi j'y vois là une symbolique il amène des liens entre les mondes. Il nous amène des informations de notre monde, puisqu'il n'est pas de notre système solaire, il est sans doute de notre galaxie, mais donc c'est un être et il est porteur d'une conscience, et donc c'est une grande conscience qui est plus grande que la nôtre, et cette conscience-là, quelque part, elle va parler à nos consciences individuelles et collectives. Il s'appelle Elenin, il faudrait faire un travail sur le nom, je pense que c'est quelque chose d'important. Qu'est-ce que la carte du ciel de septembre et d'octobre prochain peut nous apprendre, puisque Elenin sera entre la Terre et le Soleil en septembre et en octobre prochain? Alors, au niveau de notre petit côté de la lorgnette, j'allais dire, si on regarde les septembre et octobre, on a une lunaison en fin septembre qui est assez étonnante, enfin qui est assez particulière, qui nous donne l'effondrement de quelque chose. Donc, cette lunaison dont la pleine lune est ensuite à la mi-octobre nous montre, donc je dis bien de fin septembre, donc jusqu'à ce fameux 28 octobre dont parle Carl Johan Kalman. Cette lunaison est vraiment assez particulière. On voit l'effondrement de l'ancien. Ça se joue entre la balance et le capricorne. Donc c'est la chute d'anciennes valeurs et c'est là, moi je pense que quand c'est les vieilles valeurs, les représentants des valeurs anciennes vont s'effondrer, on va voir le nouveau. C'est-à-dire on va voir tous ces petits systèmes qui existent ici ou là et qui sont déjà porteurs d'un nouveau monde beaucoup plus économe, beaucoup plus respectueux, beaucoup plus inclusif. Et donc tout d'un coup on va voir ça. Mais ça ne va pas se faire en un mois. Hein. Mais je pense qu'il peut y avoir quelque chose d'assez radical. Et en tout cas une peur. Alors évidemment, comme toujours, il y en a qui vont réagir par la peur, donc ça ne sert à rien. La peur, c'est quand on veut préserver l'ancien. Mais ce qu'il faudra y voir, quel est l'intérêt qu'est-ce que ça cache derrière qui était invisible jusqu'alors et qui peut devenir visible. Et Lénine, comme par hasard, va devenir visible. Donc quelque chose de nouveau va se manifester. Chaque fois que les comètes viennent, on sait que c'est important, quoi. Quelque part, c'est un des points, une étape importante sur le passage de l'ère des poissons à l'ère du Verseau. Je pense que oui, parce que peut-être que plus tard on la datera comme une période justement d'entrée radicale dans l'ère du Verseau, peut-être. Ça pourrait marquer, puisqu'on disait qu'il y avait une étoile à la naissance de Jésus. Alors on ne sait pas si c'est la conjonction Jupiter-Saturne ou si c'était une comète, enfin les astronomes ne sont pas d'accord tout à fait, mais là je trouve que c'est intéressant qu'un objet céleste arrive à ce moment-là. C'est absolument passionnant, quoi. C'est comme si on allait avoir une visite
Et donc, voilà, moi je pensais qu'on aurait des, comment dirais-je, des consciences extraterrestres, on aurait le lien avec des consciences extraterrestres à ces moments-là. Mais là, c'est le cas, puisque c'est extraterrestre. C'est même extra-système solaire. Donc c'est extraplanétaire, extrasolaire. C'est bien le lien avec le calendrier Maya, avec ce que dit Kalman. On arrive à une conscience universelle. Donc c'est un objet qui traverse les univers pour nous montrer qu'on arrive dans une conscience universelle. Fanchon, vous êtes l'une des rares en France à avoir mis en évidence la convergence entre les cycles du calendrier Maya et les cycles de l'astrologie occidentale, et notamment la convergence de ces différents cycles vers les dates de 2011-2012. Les dates de changement d'ère sont difficilement connues de façon exacte, et la grande différence entre l'astrologie occidentale et justement la cosmogonie, j'ose pas dire astrologie Maya, mais la cosmogonie Maya, c'est justement les dates. C'est-à-dire que les Mayas, eux, ils ont des dates excessivement précises. Et eux, ils nous donnent non pas une date d'origine, mais une date de fin. C'est-à-dire ils nous donnent 2012 en date de fin, qui est assez extraordinaire, ça, comme manière de travailler. Nous, en astrologie occidentale, on peut dire que 2012 est une date très marquée cycliquement, qui sera peut-être prise comme le début de l'ère du Verseau, mais en tout cas qui est très marquée déjà par le cycle Uranus-Pluton. Donc, puisque c'est le premier carré entre Uranus et Pluton, dont le cycle a commencé en mai 68, enfin plus justement dans les années 60, c'est-à-dire en 63, 64, et qui a donné en 68 une sorte de comment dirais-je, de feu d'artifice de ce qu'allaient être ces nouvelles valeurs qui vont surgir. Mais ça a été très rapide, c'est-à-dire on a vu, comme Cendrillon a vu tout d'un coup quel allait être son futur, mais pour le vivre, c'est une autre affaire. Et donc, on l'a vu surgir à ce moment-là avec le début du cycle Uranus-Pluton, et il y a le premier carré. Alors, le premier carré, ça veut dire quoi? C'est la phase de crise en astrologie, c'est comme le premier quartier de lune. C'est la phase de crise parce qu'un carré, ça veut dire qu'il y a un angle de 90 degrés entre les deux planètes. Un angle de 90 degrés, c'est simple. On n'a qu'à chacun penser à un triangle rectangle. Donc, il y a un triangle rectangle et en face du fameux carré, angle de 90 degrés, il y a l'hypoténuse. Qu'est-ce que veut dire hypoténuse? Hypoténuse, ça veut dire l'endroit de plus grande tension. Ça, c'est Pythagore, hein. Et donc, c'est Pythagore qui a donné ce nom d'hypoténuse, justement. Et donc, c'est le moment, quand il y a un angle de 90 degrés, c'est le moment de la plus grande tension. Donc, c'est le moment où on tourne le dos au passé et tout ce qui n'est plus conforme au nouveau cycle doit tomber et on ouvre vers le futur. Donc, 2012 marque le début pour l'astrologie occidentale de ce tournant. Ça va marquer de façon forte la fin de l'ère des Poissons et le début de l'ère du Verseau, et on s'en rappellera, mais je pense que c'est même pas 2012, et c'est là où je suis assez d'accord avec Kalman, je pense que c'est 2011, que c'est cette année-là qui est cette année de tournant, en ce moment-là, cette année très forte 2011. Mais ce tournant va durer 3-4 ans, puisqu'il va y avoir 7 carrés. Donc il y a 2 premiers carrés en 2012, mais il va y avoir encore 7 carrés qui vont se prolonger en 2013 et en 2014 encore, jusque quasiment au début de 2015. Donc, pour l'astrologie occidentale, on n'est qu'au début d'une histoire et d'un nouveau monde. On n'est pas à la fin d'un monde. Et je pense que d'ailleurs les Mayas ne disent pas qu'on est à la fin d'un monde. Mais ils donnent cette date comme le moment où on serait arrivé à une conscience universelle.